Bonjour et bienvenue au sixième cours du module Initiation à l'entrepreneuriat dédié au marketing. La première définition qu'on va présenter donc pour ce qui est du marketing est proposée par Kotler et Dubois. Donc, il présente le marketing comme étant un processus sociétal par lequel les individus et les groupes d'individus obtiennent ce dont ils ont besoin et ce qu'ils désirent. Donc, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un processus, donc un ensemble d'actions qui se succèdent, sociétal, bien évidemment, en relation avec la société, par lequel les personnes ou les groupes de personnes arrivent à obtenir des biens ou des services qui répondent à leurs besoins ou à leurs désirs. Ce processus consiste dans la création, donc on va créer quelque chose qui n'existait pas avant, on va l'offrir, donc le mettre à la disposition des autres et échanger, troquer, acheter avec donc les autres personnes des produits et des services de valeur. Donc la notion de valeur est extrêmement importante. La seconde définition que je vous propose pour ce qui est du marketing et qui est proposée par Mercator présente le marketing comme l'effort d'adaptation des organisations. On dit bien organisation, pas forcément une entreprise. Ça peut être une organisation à but ou une structure à but lucratif ou à but non lucratif. Donc, l'effort d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels, donc des marchés auxquels on peut trouver d'autres organisations concurrentes. Cet effort vient pour influencer le comportement des publics en faveur de ces organisations. Le public peut être les clients, peut être les partenaires internes ou même externes, des fournisseurs, des partenaires de diverses qualités. Par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. Donc, on va proposer quelque chose qui soit différent ou mieux que ce qui est proposé par les autres organismes, les autres organisations présentes déjà sur le marché. Dans le secteur marchand, le rôle du marketing est de créer une valeur économique, bien évidemment pour l'entreprise, par le biais de la création ou à travers de la création d'une valeur perçue par les clients. Si on n'arrive pas à proposer une valeur perçue par le client, eh bien, on ne sera pas en mesure de créer de la valeur économique pour l'entreprise. Donc, pour résumer, une organisation, on parle de toutes les structures à but lucratif ou non lucratif. Les marchés concurrentiels sont les marchés où ces organisations sont en concurrence. Les publics sont toutes les entités internes ou externes de l'organisation, des clients, des distributeurs, le gouvernement, enfin, tous ceux qui peuvent avoir un impact direct sur l'activité ou la longévité de l'entreprise ou de l'organisation. Valeur supérieure, une offre perçue comme plus intéressante, de meilleure qualité, plus attractive par ces publics dont l'organisation dépend. À partir de ces différentes définitions, nous pouvons dire que le marketing consiste en un processus qui sert à repérer, tout d'abord, sur un marché les attentes de clients qui sont mal ou pas du tout satisfaits et à leur offrir une valeur différente, supplémentaire de celle proposée par ces compagnies. On vient par là que le rôle du marketing s'identifie à la création de valeur, tout d'abord, et à influencer le comportement du client en faveur de l'entreprise. Donc, lui proposer quelque chose qui réponde à ses attentes et puis après le convaincre d'acheter ce produit. Bien évidemment, le marketing n'est pas la pierre philosophale qui va transformer un produit médiocre en machine à bénéfice. Il faut que le produit d'abord soit bon. Mais sans un bon marketing, notre projet a de grandes chances d'échouer. Il faut que le produit soit bon et aussi tout ce qui est autour soit aussi bon. La démarche marketing consiste en premier lieu à réaliser des études de marché, puis
à choisir une cible, un segment à cibler, puis à définir l'offre, c'est-à-dire définir le mix marketing, les 4 P, notre politique produit, notre politique de prix, notre politique de distribution et notre politique de production. Et à la fin, bien évidemment, communiquer cette offre au client par tous les moyens disponibles selon les résultats des études de marché, bien évidemment. La réalisation de l'étude de marché passe par 3 principales étapes. On a l'étude documentaire, l'étude qualitative, puis l'étude quantitative. La recherche documentaire ou l'étude documentaire, par définition, consiste à chercher toutes les informations utiles en rapport avec le secteur d'activité et le marché visé, via des ressources déjà existantes et disponibles. Des rapports, par exemple, des statistiques disponibles sur Internet, des revues publiées gratuitement, des rapports des ministères de commerce, ministère de l'industrie, des services des douanes, des rapports réalisés par différents bureaux d'études, notamment KPMG ou Deloitte. Évidemment, il faut bien observer le marché à la loupe, voir qui fabrique pour savoir qui contrôle le marché. Une fois toutes les statistiques de l'étude documentaire analysées et interprétées, on peut passer à l'étude qualitative. L'étude qualitative est une étude à caractère intensif. Caractère intensif, eh bien, c'est-à-dire que ce n'est pas une étude de surface. On essaye d'explorer en profondeur toutes les réponses. Elle utilise au niveau de la récolte des données une approche relativement ouverte. Donc, il y a une ouverture d'esprit et de questionnement. Elle est non directive, c'est-à-dire que pour la méthode de contact, l'animateur ne dirige pas. Il utilise les références de l'autre pour avancer. Alors, vous dites que ça ne vous plaît pas, que c'est trop sombre, donc vous, compensez-vous et on développe. Permissive et indirecte des personnes interrogées. Donc, s'adapte pour donner à l'autre la pleine possibilité de s'exprimer. Le focus group est un des outils utilisés dans l'étude qualitative. Il permet bien de présenter des propositions, des maquettes, par exemple, des prototypes, à des groupes d'individus qui seront questionnés. Dans l'étude qualitative, les échantillons sont constitués de 8 à 12 personnes, pas plus. Donc, ça permet à chacun de s'exprimer et d'animer un certain débat. Bien sûr, ceci vise à explorer les réactions, les avis et les motivations des personnes cibles. Dans notre cas, si on propose des bonbons, eh bien, on peut donc explorer les avis des enfants ainsi que des mamans. Durant cette phase, il est tout à fait possible de travailler la politique produit, c'est-à-dire tous les éléments intrinsèques du produit. Est-ce que ça sera un produit sucré, goût fraise, goût vanille? Est-ce que ce sera une texture plutôt molle, plutôt liquide, plutôt onctueuse? Mais aussi, ça permet de proposer un packaging. Le produit, donc le nom du produit, l'emballage doivent tous donc représenter ou refléter les valeurs du produit ainsi que le même positionnement. Un bon packaging peut influencer presque autant que les qualités même du produit. Parfois, le consommateur achète le produit juste parce qu'il est fasciné et attiré par le packaging. Et les industriels l'ont bien compris. Donc, le plus important pour un packaging, c'est de pouvoir distinguer le produit et être des concurrents, bien évidemment, et être reconnaissable du premier coup d'œil. Une fois les informations collectées lors de l'étude qualitative sont exploitées, on passe à l'étude quantitative. On appelle recherche ou étude quantitative toute recherche qui permet de mesurer des opinions ou des comportements. Elle est le plus souvent, donc je dis bien le plus souvent, pas toujours, le plus souvent basée sur un sondage effectué sur un échantillon, attention, représentatif de la population étudiée.
Les résultats chiffrés issus de ce sondage donnent, après analyse, la mesure du phénomène. Par exemple, mesurer la notoriété d'une marque, la satisfaction des clients. J'ai bien dit souvent par le biais de sondages et non pas toujours parce que parfois on recourt au recensement. Bien évidemment, si l'entreprise disposait des moyens non définis et infinis, donc elle préférait certainement utiliser le recensement, car le recensement permet de poser la question à chaque élément, alors que le sondage va, va nous permettre de réaliser une enquête auprès juste d'un petit échantillon de personnes avec un risque important, plus ou moins important, sur la représentativité des résultats obtenus. Qui est de l'échantillon, eh bien oui, on peut opter pour un échantillon probabiliste tiré au hasard, rappelez-vous loto ou millionnaire, comme on peut opter pour un échantillon non probabiliste, probabiliste ou aléatoire ou non probabiliste non aléatoire. On a recours à l'échantillon non aléatoire dans le cas d'absence d'une base d'échantillonnage uniquement. Donc, si la base d'échantillonnage existe, on va tout à fait donc opter pour l'échantillon probabiliste. Bien évidemment, si l'on souhaite prospecter un marché national, c'est-à-dire en Algérie, en France ou en Chine, on va devoir réaliser une enquête auprès d'un échantillon d'environ 1000 personnes. Ce chiffre, 1000 interviewés, permet tout à fait d'avoir un résultat très très proche de la réalité. Il faut faire attention à la marge d'erreur qui est en relation avec la taille de l'échantillon. Plus l'échantillon est important, plus la marge d'erreur diminue, certes, mais ça ne justifie pas toujours les dépenses supplémentaires induites par une taille d'échantillon plus importante. Alors, si on double la taille de l'échantillon, par exemple, dans notre cas, si on questionne 2000 personnes, donc on va doubler la taille de l'échantillon, mais on ne va pas diviser la marge d'erreur par 2. Donc, si 1000 personnes correspondent à une marge d'erreur de 3%, 2000 personnes interrogées vont correspondre à une marge d'erreur de 2,20, donc pas à 1,5. Et ce n'est pas suffisant pour justifier des dépenses supplémentaires qui sont très importantes par rapport à l'étude de marché. La marge d'erreur ne dépend pas uniquement de la taille de l'échantillon, mais elle dépend aussi de la tendance des résultats. Plus une tendance se dégage dans les résultats, plus la marge d'erreur diminue et plus on est sûr des résultats. Par exemple, si on a des résultats, si on demande oui ou non, vous appréciez le produit, on a 50% qui disent oui, eh bien là, il n'y a pas de tendance parce que la différence entre ceux qui disent oui et ceux qui disent non est vraiment faible. Okay? On est vraiment presque au milieu. Donc là, la marge d'erreur va être importante. Mais si on a 90% des personnes qui disent on apprécie le produit et 10% qui disent ne pas apprécier, là, il y a une tendance claire qui se dégage. Vous avez nettement plus de personnes qui disent oui comparé à ceux qui disent non. Et là, la marge d'erreur diminue sensiblement. Parlant de l'échantillon, c'est important que ce soit un échantillon représentatif, qu'il soit probabiliste ou pas. L'échantillon doit être une sorte de photographie de la population à étudier. Il est impératif de respecter la répartition du genre, de l'âge, des catégories socioprofessionnelles, ainsi que le lieu de résidence des interviewés. Du genre, c'est-à-dire que si on a en Algérie 60% de femmes et 40% d'hommes, pour notre échantillon de 1000 personnes, on devrait retrouver 600 femmes et 400 hommes. La même chose pour ce qui est de l'âge. Si dans notre société, on a 70% de jeunes de moins de 25 ans,
Donc, dans notre échantillon, on devrait avoir 700 personnes âgées de moins de 25 ans. Okay? Donc, cette représentativité va être importante pour une interprétation et donc une interprétation globale des résultats. Le lancement d'un nouveau produit coûte terriblement cher. Et les études réalisées a priori, c'est-à-dire tout ce qui est marché test et toutes ces études de marché, permettent de tester la qualité du produit ainsi que le discours qui vient autour. Okay, c'est important le discours parce que si moi je créais une campagne et je lance une campagne qui dit que ce produit il est délicieux et qu'au moment de le tester, eh bien, le consommateur ne le trouve pas du tout délicieux, ben ça c'est mauvais parce que un, il ne va plus l'acheter, il va être déçu et de deux, eh bien, il ne va pas le recommander auprès de ses proches et autrui. Au contraire, il va leur dire eh bien, il vaut mieux donc ne pas consommer le produit. Si maintenant, au contraire, que le produit, il est super bon, il est délicieux, mais qu'on n'a pas su véhiculer le message adéquat, eh bien, peu de personnes seront attirées par le produit et viendront le tester. Donc, du coup, si on ne teste pas, on ne va pas pouvoir l'apprécier et venir l'acheter encore et encore. On dispose aujourd'hui de différents moyens, de panoplie de moyens et de canaux de communication sur le nouveau produit à lancer. On a Internet, on a la télé, donc les spots TV, on a les spots radio, on a les campagnes d'affichage, on a les pancartes de la presse, bref, c'est extrêmement varié. Reste que le premier moyen de communication est bien le packaging. N'oubliez pas, c'est le moyen de distinction, c'est le premier qui parle donc aux clients. Nombreuses entreprises optent pour le spot TV, le spot publicitaire TV ou qui peut passer aussi sur le web. Donc pour le réaliser, il faudra d'abord matérialiser les idées qu'on a, le scénario sous forme de storyboard. Si vous voulez, ça peut nous rappeler un petit peu les BD. Ce storyboard donc reprend les différentes séquences du spot avec le discours qui l'accompagne, faisant attention à une présentation claire et nette du produit lui-même, du nom du produit, de l'emballage pour qu'il soit bien reconnaissable au moment de l'achat et du slogan, c'est-à-dire le message publicitaire qui vient accompagner le produit. Il reprend aussi notre promesse. Attention, la publicité coûte terriblement cher, que ce soit pour la télé, radio ou autre. Surtout que les professionnels estiment que pour être efficace, donc pour que le spot soit efficace, il doit être vu au minimum 8 fois. Surtout quand on sait, quand on connaît le nombre de marques qui existent sur le marché et le nombre de spots publicitaires auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Donc, le spot doit être vu minimum 8 fois pour être ancré dans la mémoire du consommateur. Sinon, il l'oublie. Bien évidemment, quand on vend un produit, il faut bien lui mettre un prix. Ce prix devrait être accepté par le consommateur, mais aussi devrait nous permettre de couvrir nos coûts. Le calcul du taux de marge est une étape cruciale. Il faut que le taux de marge, ou bien il faut s'assurer que le taux de marge soit égal ou bien supérieur à 20% du chiffre d'affaires pour dire que notre entreprise n'est pas dans le rouge. Si on n'arrive pas à atteindre ce taux de marge, attention, il ne faut absolument pas augmenter les prix. Augmenter les prix, c'est-à-dire perdre des clients. Réduire les dépenses publicitaires, c'est la même chose, perdre des clients, notamment pour une jeune entreprise ou un nouveau produit non encore bien connu sur le marché. Tournez-vous plutôt vers les autres coûts, exemple matières premières, pour faire en sorte de les baisser et réaliser un taux de marge qui équivaut ou qui est supérieur à 20% du chiffre d'affaires. Voilà donc pour le marketing mix. Donc il se base sur les résultats de l'étude de marché. Le marketing mixte, c'est les 4 P, c'est le marketing opérationnel, comment traduire la stratégie de l'entreprise sur le terrain.
Il se compose de la politique produit, éléments intrinsèques plus packaging, politique du prix, politique de distribution, c'est-à-dire les canaux de distribution pour lesquels on va opter, les moyens de distribution pour lesquels on va opter, et la politique de communication, comment faire connaître notre produit. Merci à tous et bon courage.